Connaissez-vous vraiment le détroit d'Ormuz ? Vous croyez peut-être qu'il ne s'agit que d'une coordonnée géopolitique sous tension, d'un goulet d'étranglement suffocant sur la carte énergétique mondiale, car c'est la seule version que les médias vous ont jamais présentée. Mais avez-vous jamais imaginé comment une petite île aride, où les températures peuvent briser la volonté humaine et où l'eau douce vaut plus que l'or, est devenue pendant des siècles le centre de toutes les ambitions impériales ? Pourquoi certains des explorateurs les plus célèbres de l'histoire, de Marco Polo à Alphonse de Albuquerque, étaient-ils prêts à risquer leur vie pour poser le pied sur cette bande de terre brûlée par le sel ? Oubliez les manchettes de l'actualité. Ormuz n'est pas un poste militaire desséché, c'est un lieu où des montagnes de sel surgissent de la terre dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, où de profonds canyons d'argile rouge, évoquant la surface de Mars, plongent directement dans le bleu sombre du golfe Persique. C'est une civilisation qui survit non par l'abondance naturelle, mais grâce à sa capacité à transformer la rudesse en une forme d'art. Une île où la terre elle-même raconte des histoires. Où le sel n'est pas simplement un minéral, mais la colonne vertébrale d'une identité et d'une fierté. Ici, le pouvoir ne se mesure pas aux armes, mais à la capacité d'endurer sous une chaleur brûlante et dans l'isolement de la mer. Ce n'est pas le détroit que vous croyez connaître. C'est un monde surréel où la nature et l'histoire se heurtent pour créer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Voici Ormuz, dans toute son étrangeté et sa magnificence. Le golfe Persique est, selon la plupart des mesures écologiques conventionnelles, un environnement dans lequel les récifs coralliens ne devraient pas pouvoir fonctionner. Les températures de l'eau en été atteignent régulièrement 35 degrés Celsius, un niveau auquel les coraux de presque toutes les autres régions du monde subissent un blanchissement massif et périssent, incapables de maintenir les algues symbiotiques qui leur donnent à la fois leur couleur et la majorité de leurs besoins nutritionnels. Les récifs autour de l'île d'Ormuz et des îles périphériques du détroit non seulement survivent à ces températures, mais ont, au fil de milliers d'années d'exposition au cycle thermique extrême du Golfe, développé un degré de tolérance à la chaleur qui représente l'un des cas les plus remarquables d'évolution adaptative de la biologie marine contemporaine. Ces coraux portent, encodés dans leur biologie, l'information sur la façon dont les systèmes récifaux peuvent persister là où la persistance devrait être impossible. Pour les communautés de plongeurs, les biologistes marins et les pêcheurs qui travaillent en relation avec les récifs du détroit, leur existence est à la fois une ressource et un repère. Les récifs soutiennent plus de 700 espèces de poissons, alimentant l'approvisionnement en protéines des communautés côtières tout au long de la côte nord du Golfe. Leur présence définit les zones de regroupement des poissons, les endroits où les filets sont tendus et les zones de pêche traditionnelles entretenues de génération en génération. Les coraux du Golfe sont devenus tolérants à la chaleur à travers des milliers d'années d'exposition thermique qui ont éliminé les individus les moins résistants et laissé survivre ceux dont la physiologie pouvait s'accommoder de l'extrême. C'est l'évolution à l'œuvre dans un temps visible et compréhensible. La menace actuelle est bien plus rapide que ce à quoi l'adaptation peut répondre. La contamination par les hydrocarbures issus du trafic de pétroliers, les rejets liés au développement côtier et les activités militaires dans les zones récifales exercent des pressions auxquelles aucun ajustement biologique n'existe. Des lieux comme les récifs d'Ormuz nous rappellent que la survie n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme, et les mécanismes peuvent être brisés. Le long de la côte méridionale et sud-est de l'île de Keshem, la forêt de Hara s'étend sur environ 78 km² de chenaux de marais et de vasières dans une dense végétation d'Avicennia marina, une espèce de mangrove qui a développé une solution physiologique à l'une des contradictions les plus fondamentales de la nature. Comment croître dans une eau qui tuerait presque toute autre plante ? Les arbres de Hara filtrent le sel à travers leur système racinaire, l'expulsant par leurs feuilles sous forme de cristaux visibles, se sustentant dans un environnement de salinité quasi totale grâce à un mécanisme biologique affiné au cours de millions d'années. Vue du ciel, la forêt apparaît comme un labyrinthe vert sombre plaqué contre le bord bleu du Golfe. Vue de l'intérieur, au ras de l'eau dans une barque étroite, c'est quelque chose de plus proche de l'enfermement. La lumière filtrée par une canopée dense, le silence ponctué par le mouvement des oiseaux qui utilisent la forêt comme halte lors de migrations couvrant des continents entiers. Pour les pêcheurs qui travaillent dans les chenaux de Hara, la forêt est un système de production, non une étendue sauvage. Elle génère les conditions nutritives qui soutiennent les populations de crevettes et de poissons du golfe environnant, fonctionnant comme une pépinière pour les espèces qui rejoignent ensuite les eaux profondes, et les filets.
Les communautés qui ont pêché ces chenaux de génération en génération ont développé des pratiques de prélèvement calibrées sur les rythmes saisonniers de la forêt, en tirant parti d'elle sans jamais dépasser ce qu'elle pouvait régénérer. La forêt de Hara est devenue aussi dense grâce à des siècles de cycles de marée non perturbés dans un golfe qui était, jusqu'à une époque récente, relativement épargné par les pressions industrielles. Aujourd'hui, elle fait face à la contamination pétrolière liée au trafic de pétroliers, à la hausse des températures de l'eau qui stresse les arbres et à la fréquence croissante des événements de chaleur extrême. Ce qui arrive lorsque la pépinière d'une mer est compromise n'est pas une abstraction environnementale. C'est l'élimination directe d'un système alimentaire dont des communautés côtières entières dépendent pour leur survie quotidienne. Des lieux comme Hara nous rappellent que les infrastructures les plus essentielles sont souvent les moins visibles. Surgie du golfe Persique, à environ 8 km au large de Bandar Abbas, l'île d'Ormuz s'étend sur environ 46 km² d'un terrain parmi les plus géologiquement théâtraux de la planète. Et pourtant, elle est inséparable, tant géographiquement que par ses conséquences, du couloir d'eau étroit qui l'entoure, un passage à peine 34 km dans sa partie la plus resserrée, par lequel transite chaque jour, sans pause ni garantie, l'architecture énergétique de la civilisation moderne. Les montagnes de l'île ne se dressent pas simplement, elles se donnent en spectacle. Striées de bandes d'oxyde de fer rouge, de jaune soufre, de blanc de sel et de violet, empilées en formation qui reflètent 570 millions d'années de compression, de soulèvement et de transformation minérale, sous un soleil qui n'autorise aucune ombre à adoucir ce que la roche cherche à dire. En dessous, des supertankers de la longueur de 4 pâtés de maison traversent des voies de circulation à peine 6,5 km de large dans chaque sens, transportant environ 21 millions de barils de brut par jour, soit 20% de l'approvisionnement mondial, leur sillage perturbant ce même littoral riche en fer où l'île saigne ses ruissellements minéraux rouges, lentement et sans urgence, dans le Golfe. Pour ceux qui vivent dans cette double réalité, ni la géologie ni la géopolitique ne semblent extraordinaires. La même argile riche en fer qui colore le littoral, connue localement sous le nom de galac, est intégrée à l'alimentation locale, mélangée à une sauce appelée sourak, incorporée dans du pain plat, échangée comme condiment tout au long de la côte méridionale. Tandis que les pilotes maritimes et les petits pêcheurs qui partagent les voies encombrées du détroit n'y voient pas un symbole de tension mondiale, mais un environnement de travail défini par les courants, le tirant d'eau, et cette vigilance particulière qu'exige la survie lorsqu'on lie l'eau avec ses sens plutôt qu'avec des instruments, c'est un lieu où la relation humaine la plus intime avec le paysage, presser les minéraux de la terre dans la nourriture, naviguer ces eaux par un savoir hérité, coexiste avec la dépendance mondiale la plus abstraite, où la subsistance quotidienne d'une communauté et la stabilité financière d'économies entières occupent la même géographie étroite sans jamais tout à fait se reconnaître l'une l'autre. Ormuz est devenue cette contradiction stratifiée à travers des processus opérant à des échelles entièrement différentes. La tectonique des dômes de sel et l'érosion désertique qui ont produit les couleurs impossibles de l'île au cours de centaines de millions d'années, et la coïncidence de la géologie et de l'empire qui a formalisé le détroit comme point d'étranglement lorsque la civilisation industrielle a construit son infrastructure énergétique autour des réserves du Golfe. Aujourd'hui, les deux pressions s'intensifient simultanément. Le sol fragile de l'île et son eau douce limitée peinent sous le poids de la tension qu'a attiré sa puissance visuelle, tandis que le détroit transporte non seulement du pétrole, mais aussi l'anxiété accumulée de chaque économie qui dépend de son maintien ouvert. De tels lieux nous rappellent que la beauté la plus saisissante du monde et la stabilité la plus fragile du monde ont toujours eu plus en commun que ne le suggèrent les manchettes ou les cartes postales. S'étirant sur environ 140 km le long de la rive nord du détroit, Keshm est la plus grande île du golfe Persique, marquée par le sel, polie par le vent, portant son échelle sans grandeur. Les températures dépassent régulièrement 46 degrés Celsius en été et l'humidité montant du golfe rend l'air moins respiré que porté contre la peau sans consentement. Pour ceux qui y vivent, cette extrémité est le principe organisateur de tout. La journée ne suit pas l'horloge, elle suit la chaleur. Avant le lever du soleil, quand l'air relâche brièvement son emprise, l'île s'éveille dans une activité concentrée. Les pêcheurs poussent leurs bateaux à l'eau avant que la surface ne commence à miroiter. Les marchés se vident avant que l'ombre ne disparaisse. Et en début d'après-midi, Keshm ne ralentit pas. Il s'arrête non par paresse, mais par une compréhension transmise de génération en génération, selon laquelle certaines heures appartiennent entièrement au soleil. La vie reprend le soir avec l'intensité d'une communauté qui a appris à comprimer son existence dans les marges que le climat lui autorise.
Les maisons sont orientées pour capter le vent du nord-ouest, les murs sont épais pour leur masse thermique, non pour leur grandeur. L'eau est gérée avec une discipline qui survit à la pénurie qu'il a originellement engendrée. Keshme est devenu ainsi à travers des forces tectoniques qui n'ont offert à ses habitants presque rien facilement, exigeant en retour une qualité d'attention qui ne laissait aucune place à l'abstraction. Le long de la côte nord-ouest de Keshme, le village de Laft surgit de l'eau dans une configuration qui donne l'impression qu'il a été construit non pas tant sur la terre que contre elle. Des maisons empilées en pierre de corail et en briques de terre, serrées les unes contre les autres, avec un horizon interrompu à intervalles irréguliers par les formes verticales des tours avant, leur bouche ouverte orientée vers la brise dominante avec une précision qu'aucun instrument n'a guidée. Ces structures, dont certaines ont plus de 1000 ans, constituent la solution de la région à un problème que l'ingénierie moderne n'a pas résolu en premier. Comment rendre l'intérieur d'un bâtiment vivable lorsque la température extérieure atteint 50 degrés Celsius et que la ventilation conventionnelle est impossible? Pour les familles qui vivent à l'ombre de ces tours, leur fonction n'est ni historique ni décorative. Les tours fonctionnent. Elles canalisent l'air plus frais depuis les hauteurs. Au niveau des toits, vers le bas, à travers un système de déflecteurs internes, produisant un différentiel de température intérieure de 8 à 11 degrés Celsius sans électricité, sans machine et sans entretien autre que la réparation périodique de leurs canaux en briques de terre. Ce n'est pas une technologie primitive en attente d'amélioration, c'est une technologie perfectionnée, affinée au fil des siècles par des communautés pour qui l'échec signifiait la mort par la chaleur. Les 366 puits anciens de Laft racontent une histoire parallèle. Un système de gestion de l'eau conçu de sorte que chaque puits ne soit utilisé qu'une fois par an, en rotation, préservant les réserves d'eau douce dans un environnement qui n'en génère presque aucune par lui-même. Ce niveau de pensée systémique, intégré à l'infrastructure villageoise, n'est pas une ingéniosité romantique. C'est le résultat d'une pression de survie soutenue sur des générations. Dans les chantiers navals le long des côtes de Keshme et d'Ormuz, des hommes construisent des embarcations en bois capables de naviguer en haute mer selon une méthode qui n'a aucune forme écrite. Le Lenge, embarcation traditionnelle en bois du golfe Persique, capable de transporter des marchandises en eau ouverte, reconnu par l'UNESCO comme élément du patrimoine culturel immatériel, est construit entièrement à partir de la mémoire spatiale accumulée de ses bâtisseurs, transmise de père en fils par la démonstration et la répétition, plutôt que par la spécification et le dessin. Les courbes de la coque, l'angle de la quille, le placement de chaque élément structurel sont contenus non dans le papier, mais dans des mains qui ont suffisamment senti le bois pour comprendre ce qu'il fera sous la contrainte en mer. Pour les hommes qui construisent le Lenge, ce processus n'est pas un acte de préservation culturelle, c'est un métier. Les embarcations sont destinées à travailler, à porter des charges, à survivre aux tempêtes saisonnières du Golfe et à naviguer dans ces eaux côtières peu profondes. Le fait que le savoir nécessaire pour les construire n'existe nulle part ailleurs que dans les corps d'un nombre décroissant d'artisans n'est pas perçu comme une crise, jusqu'à ce que ce nombre soit trop faible pour se perpétuer. La tradition du Lange s'est développée en réponse à la géographie commerciale du Golfe, avec des embarcations conçues spécifiquement pour ses profils bathymétriques, ses régimes de vent et les réseaux de commerce qui reliaient autrefois Ormuz au port de tout l'océan Indien. Les Portugais ont documenté leur construction au XVIe siècle. On les construit encore aujourd'hui selon la même méthode. La menace actuelle est institutionnelle. Les nouvelles normes internationales de sécurité maritime exigent des certifications que les embarcations en bois traditionnels ne peuvent pas facilement obtenir. Et les sanctions économiques affectant les réseaux commerciaux iraniens ont considérablement réduit la viabilité économique de cet artisanat. Sur une île où les températures estivales font de l'extérieur un environnement véritablement hostile et où des siècles de commerce maritime ont mis en contact durable des cultures venues de tout l'océan Indien avec les communautés locales, les femmes d'Ormuz ont développé une forme de vêtement qui est parmi les plus immédiatement saisissantes de la région du Golfe et parmi les plus systématiquement incomprises. Leurs vêtements sont densément brodés de couleurs, or profond, cobalt et cramoisi, appliqués sur le tissu dans des motifs portant une signification régionale et familiale précise, portés en contraste visuel direct avec l'esthétique austère des traditions vestimentaires islamiques plus continentales. Par-dessus, le masque Boriga, un couvre-visage structuré en tissu brodé ou en cuir, couvrant le nez et les yeux tout en laissant le bas du visage découvert, fonctionne simultanément comme protection solaire, marqueur d'identité et signal social. Pour les femmes qui portent le boriga, il ne s'agit pas d'un symbole de contrainte. Sa fonction originelle était environnementale. Le soleil du Golfe, réfléchi par l'eau salée, crée un niveau d'exposition aux ultraviolets qui, sans protection, endommage gravement la peau sur une vie entière de travail à l'extérieur.
Le masque a été développé comme une barrière pratique couvrant les surfaces faciales les plus exposées. Au fil des générations, sa forme est devenue codifiée. Le motif et la facture du boriga d'une femme communiquent son statut matrimonial, son origine régionale et, dans certaines communautés, sa lignée familiale. Il est devenu un texte lisible pour ceux qui savent le déchiffrer. Le boriga est aujourd'hui menacé non par la répression, mais par le retrait silencieux du savoir qui lui donne son sens. Les femmes plus jeunes dans les villes côtières choisissent de plus en plus des alternatives. Les artisans qui produisent les masques représentent une pratique avec de moins en moins de praticiens à chaque décennie. Des lieux comme Ormuz nous rappellent que ce qui ressemble de l'extérieur à une tradition esthétique est souvent, de l'intérieur, une technologie de survie façonnée au fil du temps en quelque chose qui porte bien plus que sa fonction originelle. Accessible uniquement par la mer, inscrit dans le paysage dramatique de fjords de la péninsule de Musandam, du côté omanais du détroit, à environ 40 km de la côte iranienne par des eaux ouvertes, le village de Kumzar occupe une position d'isolement géographique si profond qu'il a développé quelque chose que presque aucun autre endroit sur Terre ne possède, une langue qui n'appartient nulle part ailleurs. Le Kumzari est une langue parlée, construite à partir de fragments de persan, d'arabe, de portugais, d'hindi et de plusieurs autres langues, accumulés au fil de siècles de contacts avec des commerçants, des marins et des occupants qui traversaient le détroit sans s'y arrêter. C'est, en termes linguistiques, un registre fossile de toute l'histoire commerciale du Golfe, compressé dans le langage quotidien de quelques centaines de personnes sur une falaise au-dessus de la mer. Pour les habitants de Kumzar, leur langue n'est pas une curiosité, c'est ainsi qu'ils pensent. L'isolement physique du village, accessible en été par une traversée en bateau d'environ 1 heure depuis la route la plus proche, et parfois inaccessible lors des périodes de mer agitée, a historiquement protégé à la fois la communauté et sa langue des pressions homogénéisatrices qui ont dissous ailleurs des hybrides linguistiques similaires. Chaque été, lorsque les températures dans la baie fermée montent à des niveaux rendant le village temporairement inhabitable, toute la communauté se déplace ensemble, maintenant un schéma de migration collective qui est probablement en pratique depuis des siècles. Kumzar est devenu ainsi, à travers le rôle du détroit, comme corridor de transit. Chaque civilisation qui y est passée a laissé des traces dans le vocabulaire de ceux qui les regardaient partir. La menace actuelle est générationnelle. Les Kumzari plus jeunes s'installent de plus en plus à Kassab ou Mascate pour travailler et étudier. Et les conditions de la connectivité moderne, lorsqu'elles atteignent des lieux isolés, tendent à dissoudre ce que l'isolement avait préservé. Des lieux comme Kumzar nous rappellent que la langue n'est pas seulement un moyen de communication, mais le registre de chaque force qui a façonné les gens qui la parlent. Le détroit d'Ormuz est un lieu qui, selon tout calcul rationnel de confort ou de prévisibilité, ne devrait pas maintenir la vie qu'il entretient. Un couloir trop étroit pour le poids qu'il porte, une île trop minéralement étrange pour l'agriculture conventionnelle, une mer trop chaude pour les coraux qui y poussent néanmoins, et un ensemble de communautés trop isolées, trop exposées et trop soumises à des forces entièrement hors de leur contrôle pour avoir produit ce qu'elles ont produit. Des langues assemblées à partir des ruines d'empires de passage, des systèmes architecturaux qui rafraîchissent des bâtiments de pierre sans électricité, des cultures alimentaires puisées directement dans la géologie du sol, et une connaissance de la mer si précise qu'elle n'a jamais été consignée par écrit parce qu'elle n'en avait pas besoin. Alors que le monde s'engage dans un avenir défini, moins par la stabilité que par la pression, par la chaleur, la pénurie des ressources, l'effondrement de certitudes qui ont toujours été plus fragiles qu'elles n'y paraissaient, Ormuz commence à ressembler non pas à un cas marginal, mais à une préfiguration. Un lieu où les conditions que le reste du monde ne fait que commencer à affronter ont constitué les termes ordinaires de l'existence depuis des siècles. Les gens qui vivent ici n'ont pas attendu que la crise commence pour apprendre à l'endurer. Et la question que ce lieu laisse ouverte, tranquillement, sans instruction, est de savoir si nous y prêtons attention. Ce n'est pas une histoire qui se termine au détroit. À travers le monde, il existe des lieux façonnés par la même logique. Des lieux qui ont toujours su que la stabilité n'a jamais été promise à quiconque. Et des lieux qui suggèrent que ce voyage ne fait que commencer.